l'évolution. Puis, on passera à des questions après. Donc, il faut revenir 70 ans en arrière. Effectivement, au tout début de l'informatique, dans les années 50, on a voulu utiliser la parole pour communiquer avec des machines. Ici, c'est une photo prise chez IBM, et l'idée, c'était de rentrer des équations mathématiques par la voix dans une machine. Ce graphique montre les 70 dernières années, en fin de compte, d'interaction entre l'homme et la machine, parce que c'est de ce dont je vais parler, c'est mon domaine, l'interaction homme-machine, l'IHM. Ce que vous avez tous connu, c'est les dernières années, les dernières décennies, où l'interaction reposait sur l'utilisation d'un clavier et d'un écran, c'est le couple clavier-écran, et puis depuis les années 80, l'utilisation de la souris avec le développement des interfaces graphiques. Et l'intérêt de cette conférence, c'est que les chatbots présentent une alternative à cette façon d'interagir et l'utilisation des interfaces graphiques. C'est quand même un grand changement parce que ces interfaces graphiques naissent dans les années 60, hein, donc on est 60 ans plus tard. Il y a eu un changement notable aussi, j'ai marqué ici 93, c'est l'arrivée du web. L'arrivée du web, c'est quelque chose qui s'est développé lentement, hein, qui a pris du temps, mais qui a permis au grand public, hein, vraiment d'utiliser les systèmes numériques et puis après les mobiles. Mais là, on est quand même 27 ans après le développement du web. Et en fin de compte, vous voyez ici, il y a différents types d'interactions. La grande barre, c'est l'interaction en utilisant ses mains et en touchant soit l'écran, soit en utilisant la souris. Et là, chatbot, c'est l'utilisation de la langue. C'est pour ça que je dis qu'on revient en arrière et on va, avec les chatbots, devoir s'appuyer sur les technologies de la langue. Mais la langue, c'est bien ce qui avait été prévu initialement dans l'utilisation des ordinateurs, dans l'interaction entre l'homme et la machine. D'ailleurs, vraiment le vrai pionnier de l'informatique, c'est Alan Turing. Et Alan Turing, en 1950, se pose la question, est-ce que les ordinateurs peuvent comprendre le langage, hein. Et le test de Turing, c'est ça, en fin de compte. Le test de Turing, c'est je parle à une machine et est-ce que je suis capable de décider si c'est une machine ou un homme qui me répond. Et si je ne sais pas, eh ben, ce système remporte le test de Turing. Et donc, vous voyez, au départ, on avait vraiment imaginé d'utiliser la langue pour communiquer. Et quelques années après 50, en 56, naît l'intelligence artificielle. Et si on relit ce qui était écrit à l'été 56, à la naissance de l'intelligence artificielle, c'était mais comment on pourrait faire pour utiliser la langue pour communiquer. Donc, c'est un retour en arrière, en fin de compte, l'arrivée de ces chatbots. Dès le début de l'informatique, on a essayé d'utiliser la langue. Le problème, c'est que entre les années 60 et 70, John Pearce a écrit un rapport qui a dit les technologies langagières, ça ne marche pas bien, on ne va jamais y arriver à communiquer, et ça a un peu tout arrêté. Tout arrêté, même si des progrès ont été faits, mais c'est ce qui a permis le développement des interfaces graphiques et de tous les systèmes qu'on a utilisés et connus jusqu'à maintenant. Une date importante, c'est 2010. 2010, c'est il y a 10 ans, c'est la sortie des tablettes numériques. Mais en 2010, c'est la sortie de Siri. Et Siri, ça a été le premier assistant vocal. Et donc, c'est là que les gens ont découvert cette possibilité de parler à la machine et d'utiliser un assistant vocal. Suite à... tous les grands du numérique, ce qu'on appelle les GAFA, hein, ont essayé de faire la même chose. Et donc, Microsoft, Google, Amazon se sont lancés dans cette course au chatbot. Mais vous voyez, c'est 10 ans la naissance avec Siri, mais c'est quand même 70 ans de recherche sur le sujet. Alors, il y a eu des chatbots qui ont marqué l'histoire. Je ne vais pas développer ça. Le plus connu, c'est ELIZA. ELIZA, c'était un système d'intelligence artificielle développé en 64 au MIT où on posait des questions au système et puis il nous répondait. Et puis, c'était une conversation comme avec un psychothérapeute. C'était très, très mauvais. Ça reposait simplement sur la détection de quelques mots et le système faisait simplement de vous relancer par rapport à la question que vous aviez posée. Bon, c'était très, très faible, mais ça a beaucoup impressionné les gens. Il y en a eu d'autres.
je vais vite. Ce qui est intéressant, c'est Eugen Gutzmann en 2014. C'est un autre chatbot. Et ce chatbot, il vous répond comme un enfant de 13 ans, un enfant ukrainien de 13 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ce chatbot, c'est le premier à avoir passé le test de Turing. C'est-à-dire qu'effectivement, on est incapable, il marche très bien, et on est incapable de dire si c'est une machine ou si c'est un homme qui répond. Donc, vous voyez, il a fallu quand même, entre 50 et 2014, un certain nombre d'années pour que ce test de Turing soit remporté par un chatbot. Voilà un peu l'histoire. Ce que je voulais montrer, c'est que c'était ancré dans des décennies et c'était revenir au tout début de l'informatique, d'utiliser ces technologies de la langue. Alors, qu'est-ce que c'est un chatbot? Il faut déjà se mettre d'accord sur la terminologie. Et ça, le grand public, ça lui pose beaucoup de problèmes quand même parce qu'il y a plein de mots pour désigner ce genre de choses, ce genre de système. On peut parler d'assistant virtuel, mais quand on dit assistant virtuel, c'est pas forcément l'utilisation de la langue. Alors, le mieux, c'est de dire un assistant vocal. Un assistant vocal, là, c'est quelque chose avec qui on va parler, qui va nous répondre. Mais on n'est pas forcé d'utiliser la voix, on peut aussi utiliser le texte. Donc, on pourrait parler d'assistant conversationnel, ça serait plus exact. Un assistant conversationnel, c'est un assistant qui va vous aider et vous allez avoir une conversation avec lui. Si on veut reprendre le terme anglais bot, on peut en français parler de robot conversationnel. Les Canadiens, eux, une conversation, ça s'appelle, ils disent pas chat, bien sûr, les Québécois, donc ils disent clavardé. Donc, ça s'appelle aussi un robot de clavardage. Honnêtement, pas grand monde utilise ce mot-là. Et puis, comme c'est souvent associé à des messageries, on parle aussi de robot de messagerie. Et puis, ce que vous pouvez utiliser quand vous utilisez un chatbot, ce n'est pas forcément votre smartphone, mais ça peut être un dispositif à part, une enceinte connectée. Et on parle aussi d'enceinte connectée. Donc, il y a une certaine confusion, il y a des nuances entre tous ces termes, mais en gros, c'est ce qui nous permet d'avoir une conversation langagière avec un système. Et vous avez tous les mots en anglais, ils sont indiqués ici, il y a cette même diversité en anglais. Alors, un agent conversationnel, je pense que c'est le terme le plus exact et le plus général, c'est un programme informatique qui va simuler une conversion humaine. Et il y a deux manières de le faire, si je simplifie. Il y a une manière textuelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser le texte. C'est-à-dire on va taper ces questions, on va taper ces phrases. Là, vous avez un exemple d'un journal français, Le Parisien, où je suis avec ce chatbot-là, il me demande comment il peut m'aider et je lui dis les candidats. Donc, je veux des informations sur des candidats, c'est des candidats pour une élection politique. Il me dit, alors qu'est-ce que vous voulez, consulter le programme ou comparer les programmes? Et je réponds, voir le programme d'un candidat. Et donc là, on va m'afficher, puisque là, vous voyez qu'il y a un écran, on va m'afficher les programmes des candidats. Ça, c'est un agent conversationnel qui utilise le texte. Et puis, si vous avez si vous utilisez votre smartphone ou vous avez une enceinte connectée, ça sera vous allez pouvoir utiliser la voix, et donc c'est un agent conversationnel là qui utilise la modalité vocale. Et là, vous voyez la personne qui est en train de boire un verre et qui demande que l'enceinte lui joue un morceau de musique. C'est pratique parce que c'est un chatbot, enfin c'est une enceinte connectée, mais comme c'est une enceinte, ça peut jouer de la musique, donc c'est tout à fait adapté. Et si vous utilisez votre smartphone, vous pouvez aussi accéder à un chatbot avec votre smartphone. Vous voyez que vous avez les deux manières de faire là. Vous avez soit vous pouvez taper la phrase, taper votre question, soit vous pouvez faire un tap à l'écran et parler. Alors, il faut faire un tap déjà pour déclencher le système de reconnaissance de la parole. Mais là, vous avez un système qui marche selon les deux modalités, textuelle et vocale. Alors, à quoi ça sert tout ça? Du point de vue des entreprises, c'est pour simplifier la relation entre le client et l'entreprise. Donc, ça gère plus facilement la relation B2C, c'est-à-dire business to consommateur. L'utilisation principale que font les gens de ces chatbots, c'est de rechercher de l'information. Et ça me ramène au web. Le web, c'est quand même un hypermédia, c'est quelque chose qui nous permet de rechercher de l'information et c'est en fin de compte une façon de rechercher de l'information différente que d'utiliser un navigateur web. Alors pourquoi là, est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, moi, je n'ai plus. Voilà, j'avais mon écran, c'était figé. Donc, je continue. Pourquoi les entreprises se sont mis à dépenser des sous pour développer ce genre de système? Eh ben, c'est parce que, comme je l'ai dit, le web, c'est les années 90. C'est le début des années 90. Et on est 30 ans après. Et 30 ans après, eh ben, on a envie de faire autre chose. En tout cas, les entreprises ont envie de vous vendre d'autres systèmes, de vous vendre des millions de systèmes. Parce que les systèmes actuels se vendent déjà moins, les PC se vendent beaucoup moins qu'avant, les smartphones aussi, les tablettes pareil. Donc voilà, il faut trouver d'autres choses et en fin de compte, ces enceintes connectées ou ces smartphones qui ont des assistants vocaux permettent de faire marcher le business. Hein. Et le web, c'est jugé quand même comme quelque chose de contraignant. Si j'ai besoin d'une information, pourquoi il faut que je sorte mon smartphone? Pourquoi il faut que j'utilise mon ordinateur? Pourquoi il faut que je lance un navigateur? Pourquoi il faut que j'écrive? Enfin bon, voilà, on n'a plus envie de faire ça parce que ça, on le faisait il y a 30 ans. C'est jugé maintenant pas drôle du tout, lent, pas efficace. Donc, voilà pourquoi l'apparition des chatbots. Alors, c'est un marché qui commence. Vous voyez sur ce graphique que en 2019-2020, en gros, il y a 4 milliards, le marché des chatbots, c'est 4 milliards dans le monde. En 2024, il prévoit 16 milliards. Donc, c'est-à-dire, c'est un marché en pleine expansion, quadruplé en 4 ans, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus que la progression du web, hein, si on se remet dans les années 90, par exemple. Et on voit que le développement n'est pas le même dans tous les pays. Hein. Ça a commencé aux États-Unis, l'essor de ces systèmes, et en particulier des enceintes connectées. Puis l'Europe a suivi. Ça commence à se développer en Afrique et en Amérique latine, mais le marché est plus faible et jugé plus faible. C'est des prévisions, ça. Hein. Si on regarde d'ailleurs les prévisions de Gartner, qui est le principal institut de prévision, il considère qu'en 2019, donc c'était l'an dernier, qu'un quart des foyers des pays développés, en gros c'est Asie, Europe, États-Unis, enfin Nord-Amérique, utiliseront un chatbot. Un quart des foyers. Il considère, comme j'ai dit, que c'est quelque chose qui permettait de mieux gérer la relation client. 85% des interactions avec le client ne passeront plus par l'intervention humaine. Donc, vous ne pourrez pas appeler quelqu'un ou avoir quelqu'un, mais les premiers échanges se feront avec un chatbot. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, ça coûte moins cher. En 2022, on pense que 70% des employés utiliseront un chatbot dans leur travail. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, tout le monde s'y met, tout le monde lance des chatbots. Mais si on regarde, en 2020, on s'aperçoit que 40% des chatbots qui étaient lancés en 2018 sont abandonnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de succès. Hein. Donc, souvent, c'est qu'ils sont ratés, ils ont été mal développés, etc., ou ils n'avaient pas d'intérêt. Mais il faut voir qu'il y a aussi beaucoup de déchets dans ce monde-là. Si je me centre sur la France, en 2017, on considère que c'est l'année où ça commence à bouger, où les entreprises regardent un petit peu ce que c'est. Et en France, sur 142 grandes marques, les grandes marques de la distribution, 5% seulement proposaient un chatbot. Donc, personne n'avait un chatbot, mais ils disaient que la moitié de ces entreprises disaient qu'en 2018, ils allaient développer un chatbot. Donc, vous voyez, l'essor est extrêmement rapide. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que ça a de l'intérêt? Alors, si on regarde 2017, déjà, il faut bien se rendre compte qu'en 2017, la moitié des gens ne savaient pas ce que c'était. Là, cette enquête, 50% des gens disent, 50% des gens disent que ce n'est pas utile. Et en gros, moins de 20% disent qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Quant à ceux qui utilisent un chatbot, vous voyez ce qu'ils utilisent. Vous voyez apparaître déjà là des acteurs de ce monde-là. Vous voyez Siri. C'est Siri le plus utilisé. C'est normal, parce que c'est le premier. Et puis après, c'est le chatbot de Google, puis celui de Microsoft, puis celui d'Amazon, et un tout petit peu Bixby, qui est le chatbot de Samsung. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde en fait. Hein. Tous les grands acteurs du numérique en font. Il y en a plein. Il y a plein d'autres Coréens qui en font. Il y a des Chinois qui en font. Voilà. Mais là, vous avez les 4 premiers qui étaient ceux qui étaient les seuls utilisés en 2017. Alors, qu'est-ce que les gens font avec ça? Bon, en fin de compte, la première utilisation, c'est de la recherche d'informations. C'est ce qu'on appelle le voice search. C'est rechercher de l'information vocalement, soit sur son smartphone, soit avec une enceinte connectée. 40% des utilisations, c'est ça. Après vient l'utilisation, la météo. Hein, les gens veulent, parce que c'est quand même bête de sortir son smartphone de la poche pour voir la météo. Alors, je sais bien qu'il y a d'autres.
vous pouvez très bien avoir comme fond d'écran la météo en permanence. Hein, bon. Mais les gens utilisent beaucoup les chatbots pour connaître la météo. D'ailleurs, je peux là vous faire m'intéresser à la météo. J'ai à côté de moi Google Home. Donc, je vais lui demander la question. On va bien voir quel temps il fait. OK, Google, quel temps fait-il? Actuellement à Vannes, il fait 28 degrés avec du soleil. Selon les prévisions, aujourd'hui le ciel sera dégagé avec une température maximale prévue à 28 degrés et une température minimale à 14 degrés. Bon, vous voyez que j'ai une information extrêmement précise sur la température, la météo où je suis. Alors, je vous dis tout de suite, il fait très très chaud. Là, je peux vous dire que c'est chaud en faisant cet exposé. 28 degrés à Vannes au mois de mai, c'est pas normal. Mais depuis qu'on est primeux, il fait excessivement beau. Je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les deux, mais en tout cas, c'est assez incroyable. Bon, après, les gens utilisent ces chatbots pour communiquer, donc c'est du chat, donc on peut communiquer avec les chatbots, et puis on peut demander à son chatbot de jouer de la musique, par exemple. Après, ça sert aussi beaucoup pour tout ce qui est la commande des objets connectés. Si je veux allumer une lumière, si je veux fermer les volets, si je veux déclencher l'alarme, c'est quand même beaucoup plus simple de dire allume la lumière que, voilà, que de se déplacer et d'utiliser son smartphone pour ça. Et puis, vous voyez, il y a des usages après qui sont très peu utilisés parce que les gens ne les connaissent pas. Mais par exemple, si vous avez une idée qui passe dans votre tête et que vous voulez la noter, vous pouvez demander à votre chatbot de noter cette idée dans un carnet. Voilà, mais c'est 1% des gens qui font ça, c'est très très peu. En fin de compte, les gens utilisent les chatbots surtout pour faire des choses très simples, typiquement allumer une lampe ou demander la météo. Bon. Mais dès que c'est plus compliqué, c'est beaucoup moins utilisé. Par exemple, commander en ligne, hein, si vous voulez commander, je ne sais pas, une paire de sneakers en ligne, ça vous demande plusieurs étapes, et ben, les gens vont déjà moins le faire. Donc, c'est bien pour des choses très simples. Maintenant, comment il fait pour vous répondre? Où il trouve l'information? Et ben, vous voyez ici que dans 64% des cas, il va chercher l'information dans le web, et à peu près tout, je vais vous le dire, sauf s'ils sont chinois, ils vont chercher l'information dans Wikipédia. Et donc, ça veut dire qu'utiliser un chatbot pour rechercher de l'information ou faire une requête avec votre moteur de recherche dans votre navigateur, c'est pareil, c'est pareil. C'est aussi, alors, il vous répond aussi en utilisant ce qu'on appelle des connaissances implicites. C'est-à-dire qu'il va utiliser plein de choses qu'il connaît, parce que, bon, voilà, Google ou Alexa, ils connaissent plein de choses de vous. Et entre autres, vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai demandé le temps, j'ai dit quel temps fait-il? Il ne m'a pas donné le temps à Casa, à Fès ou à New York. Hein. Il m'a donné le temps à Vannes, petite ville de Bretagne. Alors, bah oui, il a utilisé une connaissance implicite, il sait que je suis à Vannes. Je n'ai pas besoin de lui dire. Et c'est en ça que c'est efficace. Parce que juste en disant quelques mots, j'ai mon information. La plupart des requêtes ne demandent aucune information, il n'a pas besoin de connaissances particulières. Il connaît aussi tous vos contacts. Hein. Donc, vous pouvez comme ça communiquer facilement avec quelqu'un qui est dans votre carnet d'adresse, puisqu'il y a accès. Il a accès à votre musique, il a accès à vos photos, il a accès à plein de choses, en fin de compte. Et puis, il a accès aussi à l'historique de vos demandes. Il sait ce que vous avez déjà demandé, il l'utilise pour vous répondre. Hein. Donc, par exemple, on peut essayer encore autre chose. OK, Google, y a-t-il un vol pour Marrakech? Vol au départ de Nantes et à destination de Marrakech, départ le 23 juillet et retour le 27 juillet Google. à partir de 4... Bon, 23 juillet, c'est un peu tard, donc il n'y a pas de vol. Mais vous voyez, il m'a dit vol à partir de Nantes. Excusez-moi, je ne vois pas comment vous aider. OK, Google, stop. Vous voyez que des fois, il est un peu bavard. Là, il veut parler. Voilà, il s'est tu. Donc, vous voyez que là, quand j'ai demandé un vol pour Marrakech, je ne lui ai pas dit d'où je voulais partir. Mais il m'a donné des vols à partir de Nantes, parce que Nantes, c'est le grand aéroport qui est près de chez moi. Donc, vous voyez l'utilisation de connaissances implicites. OK, Google, qui suis-je? D'accord, j'ai ajouté cet élément à votre bibliothèque. Bon, là, il n'a rien compris. Je recommence. OK, Google, qui suis-je? Vous vous appelez Franck. Donc, vous voyez qu'il sait un certain nombre de choses sur moi. Alors, pourquoi les gens utilisent ça maintenant? C'est aussi intéressant. On peut se poser la question.
Alors, ils intéressent ça parce qu'ils considèrent que ça va plus vite hein, que de faire une requête avec un moteur de recherche. Parce que, en fin de compte, ils sont un peu feignants et donc c'est efficace et pas trop fatigant. Ils utilisent les chatbots parce que ça peut s'utiliser les mains libres. C'est-à-dire que si vous êtes dans la cuisine, c'est typiquement l'exemple qu'on prend. Vous êtes dans la cuisine, vous avez vos mains occupées, et ben vous ne pouvez pas utiliser votre clavier. Par contre, vous pouvez utiliser une enceinte connectée. Et puis aussi, c'est beaucoup utilisé parce que un cas très fréquent où on a les mains occupées, c'est en conduisant. Et je ne doute pas qu'au Maroc, je sais bien qu'en conduisant, vous avez bien les mains sur le volant et jamais, jamais vous utilisez le téléphone. Hein, enfin, en tout cas, ça devrait être comme ça. Mais bon, je crois que ce n'est pas tout à fait comme ça au Maroc. Mais en tout cas, la solution, c'est dans votre voiture d'utiliser Siri ou Google Assistant pour avoir accès à une information. Et puis, les gens utilisent ça parce que c'est fun, quoi. C'est drôle, c'est amusant, c'est agréable. Bon, je vous parlerai plus tard du créateur de Siri. Si on a un peu de temps, je vous montrerai une vidéo du créateur de Siri. Mais bon, c'est un gars assez drôle. Mais justement, comme il savait que ça marchait pas très bien, il s'est dit, tiens, autant les faire, autant que ça soit un peu drôle, autant qu'il soit un peu fun. Et c'est ça qui a marché. Hein. Siri marchait pas très bien, mais ce qui a plu aux gens, c'est que c'était un peu fun. Alors, tant que c'est fun, ça marche. Ils sont un peu moins fun aujourd'hui. Maintenant, sur les réponses des chatbots. Alors, on voit l'évolution là sur les trois dernières années. 2007, c'est le début. Ce qu'on voit, c'est que les réponses s'améliorent. Hein, vous voyez, 2019, c'est en noir. Vous voyez que les réponses s'améliorent. Il y en a un seul qui ne s'améliore pas, c'est Siri. Donc Siri, c'était le premier, c'est lui qui répondait le mieux au départ, mais bon, ça n'a pas duré. Quand je dis au départ, hein, je me place en 2011. Maintenant, si on regarde, est-ce qu'il répond parfaitement? Est-ce qu'il me donne vraiment la bonne réponse, celle que j'attends? On voit que ça baisse. Alors là, c'est le côté décevant. Les réponses sont moins satisfaisantes qu'avant. Alors, on peut se poser la question pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que les gens ont un peu d'habitude et posent des questions plus compliquées, quoi, et le poussent un petit peu plus, font des choses un peu moins simples. Hein. Mais d'un autre côté, c'est aussi qu'ils stagnent. Techniquement, ils stagnent. Il n'y a pas vraiment de grosse amélioration là depuis un an ou deux. Maintenant, si on regarde, si on veut les classer, les chatbots, vous voyez que le premier, celui qui répond le mieux, c'est Google. C'est celui que j'utilise hein, ici. Après, c'est Alexa. Donc, Alexa, c'est le chatbot d'Amazon. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être Amazon qui en vend le plus hein, encore que Google. Et puis, le troisième, c'est Siri. Siri a quand même un peu décroché. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on fait avec ça. J'en viens à une partie un peu plus technique sur l'écosystème des chatbots. S'il y a des chatbots, c'est parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour les développer. Et ça, c'est ce qu'on appelle cet écosystème. Il y a deux types de plateformes pour développer des chatbots. Il y a ceux qui permettent de faire ça sans coder. Donc ça, c'est bien quand une entreprise veut développer un chatbot, elle n'a pas d'informaticien, et donc ça va être les gens du service communication, du service marketing qui vont faire ça. Alors ils vont utiliser une plateforme d'autoring, hein, comme j'ai cité ici Chatfuel, MobileMonkey, ManyChat, etc., qui permettent de faire un chatbot. Mais ça ne va pas très loin, c'est pas vraiment intelligent, et c'est bien pour faire ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire une preuve de concept. C'est des outils d'autoring, c'est exactement comme vous pouvez très bien développer votre site web hein, sans coder une ligne, hein, il y a des plateformes pour faire ça. Mais ça ne va pas très loin. Et puis, si vous voulez faire un vrai chatbot, vous êtes une grande entreprise, ou si l'ISGA veut faire son chatbot, et là, il faut plutôt utiliser une plateforme avec du codage, mais ça demande des compétences techniques, et là, c'est fait par des informaticiens. Et ça, c'est plutôt offert par les grands du numérique, et ces plateformes offrent des services de TALM, c'est le traitement automatique de la langue naturelle, en anglais, des services de NLP, pour Natural Language Processing, et des services qui assurent l'intelligence artificielle. Donc pour moi, attention, hein, ce n'est pas que de l'IA, c'est de l'IA, mais c'est aussi beaucoup de traitement de la langue hein, pour que ça fonctionne. Et toutes ces plateformes hein, sont des solutions qui sont déployées dans le nuage, dans le cloud. Et donc tous ces systèmes-là sont très performants en termes de traitement du langage naturel. Là, vous avez un comparatif des principaux acteurs. Donc vous avez par exemple
Luis, qui est la solution Microsoft, Dialogflow, qui est la solution Google, Watson, qui est la solution IBM, et Lex, qui est la solution Amazon. Si on compare, vous voyez que c'est dans Dialogflow qu'il y a le plus de oui. Donc, moi, je vous conseille de viser Dialogflow. C'est assez bien fait. C'est ce que j'utilise personnellement. Bon, c'est pas très simple à utiliser, hein, mais en tout cas, c'est assez puissant. Voilà. Alors, on peut illustrer ça avec un exemple rapidement. Un des premiers chatbots qui a été connu en France, c'est Oui SNCF. Et donc, ce chatbot, on va dérouler un petit peu. Au départ, il faut activer. Alors, je ne vais pas dire les 2 premiers mots parce qu'autrement, ça va déclencher mon enceinte. Et après, il faut lui dire « je veux parler à Oui SNCF ». C'est-à-dire, c'est toujours « je veux parler » pour accéder à un service. Et donc là, vous êtes mis en connexion, enfin, Google vous met en connexion avec Oui SNCF, qui vous dit une première phrase, bonjour, je suis l'assistant. Il faut toujours que l'assistant se présente. Hein. Dis-moi quand et quand tu veux partir. Et la personne dit Paris-Nantes, fin février, en TGV Max. Alors, pour dire ça, c'est quelqu'un qui est habitué à utiliser ce chatbot. Parce qu'autrement, les gens font des phrases et tout. C'est pas si concis que ça. Et donc là, le chatbot, il a toutes les informations, il a tout compris d'un coup. Et il va vous dire voici les premiers trains pour dimanche 25 février. Donc, il a compris que fin février, il a regardé, fin février, il propose le dimanche 25 février. Et là, c'est un chatbot. La plupart des chatbots, maintenant, utilisent un écran, sont associés à un écran. Et donc là, à l'écran, vous avez 2 propositions, un train à 10h37 et un autre à 11h27. Et puis, vous avez 2 boutons, si vous voulez, pour d'autres choix. Vous voyez là que la personne a choisi avec son doigt, c'est un écran tactile, 10h37. Et donc là, le chatbot va vous demander une confirmation en vous disant Paris-Montparnasse 3, Vaugirard, Nantes, départ, etc., etc. Que veux-tu faire? Et donc là, pareil, ça s'affiche à l'écran. Vous avez des boutons, vous appuyez sur réserver et il y a une confirmation encore une fois, parce qu'il ne faut pas se tromper. Et le chatbot vous dit réserver. Et votre billet est réservé. Comme il n'y a plus de billets, c'est complètement dématérialisé. Voilà, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas développer cet exemple pour gagner du temps, je pourrais y revenir, mais récemment, je prenais mon petit déjeuner, je mangeais des petits pains au lait, et je vois sur l'emballage Google Assistant. Ah, ben je me dis, tiens, c'est bien, j'ai un Google Assistant. Et il y avait marqué, attention, pain au lait bavard. Dites OK Google, parlez à Brioche Pasquier. Alors, ça n'a pas déclenché OK Google, parce que je l'ai dit très vite. Et donc là, je suis mis en connexion avec Brioche Pasquier, qui fait des brioches, et qui me dit bonjour, etc., et qui me demande, qui m'explique qu'il faut que j'aille voir ce que je peux dire sur le paquet. Alors, il faut reprendre le paquet, chercher quelle phrase on peut dire, et là, je lui dis, j'ai le droit de lui dire cette phrase-là, alors je lui dis, c'est quoi l'histoire de brioche tressée? Et puis là, il me dit, voulez-vous découvrir l'histoire de la brioche tressée ou de la brioche tressée bio? Et là, j'ai 2 boutons, je choisis, et puis voilà, je choisis brioche tressée. Et puis là, il me dit, très bon choix, la voilà prête à vous raconter son histoire, lancez la vidéo, et j'ai un bouton, j'appuie dessus, et j'ai la vidéo qui apparaît. Vous voyez que ça n'a aucun intérêt, parce que ce chatbot, en fin de compte, il va me montrer une vidéo, bon, j'aurais pu la voir à partir de mon navigateur, et puis en gros, il y a deux choses que je peux lui demander. Je peux lui demander qu'il me raconte l'histoire de la brioche tressée ou de la brioche tressée bio. Bon, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est terminé. Donc ça, c'est peut-être un chatbot qui est fait sans coder, vous voyez, ça n'a pas d'intérêt. Je ne pense pas que ce soit un chatbot qui va durer. Les entreprises s'y essayent. Hein. Par contre, le chatbot de la SNCF, lui, il fonctionne bien. Bon. Alors, je ne sais plus, on a dû commencer un peu en retard, il me reste quelques minutes. Comment ça marche? Eh bien, en tout cas, c'est sûr que tout ça s'est déployé dans les nuages. Hein. Ça met en relation une personne avec une enceinte connectée, puisque là, vous voyez, le petit dessin, c'est Google Home. Vous utilisez dans les nuages tous les services de Google, qui sont des services de transcription parole-texte et texte-parole, ce qu'on appelle le speech-to-text et le text-to-speech, qui utilisent énormément de connaissances et qui permet de répondre à votre requête. Je ne développe pas. Après, il y a 2 notions. Si je m'appuie sur Dialogflow, donc Dialogflow, je répète, c'est la solution Google, et c'est intégré à Action on Google. Action on Google, c'est ce qui permet, en fin de compte, à partir de Google, de faire des choses comme déclencher une alarme, allumer les volets, etc. Enfin, allumer la lumière, des choses comme ça. Mais là, Dialogflow, c'est pour le faire vocalement, ou du moins en utilisant la langue, écrite ou orale. Et donc là, si vous faites ça, Dialogflow va vous demander
c'est comme concevoir une application, il faut faire une analyse. Et en gros, on va vous demander de définir deux choses, des intentions, ce qu'on appelle des intents, et de définir des entités. En fin de compte, il faut définir toutes les intentions, c'est-à-dire toutes les requêtes que peut traiter le chatbot. Là, on est dans un exemple qui est d'un magasin de vélo. Et bien, un magasin de vélo, il y a une intention. Si vous le contactez avec le chatbot, c'est par exemple que vous voulez réparer votre vélo ou prendre un rendez-vous pour préparer votre vélo. Une autre intention, c'est de connaître les prix d'un vélo. Une troisième intention serait de savoir les ouvertures du magasin. Une quatrième intention, c'est de savoir si votre vélo, vous pouvez venir le chercher. Voilà. Et donc, il faut analyser le problème et trouver toutes ces intentions. C'est ce qu'on appelle les intents. Et chaque intention, c'est tout le problème de la langue. Et c'est là qu'il faut comprendre la difficulté avec ce qu'on utilise toujours, c'est-à-dire les interfaces graphiques. Les interfaces graphiques, c'est très simple. Hein. Si je veux imprimer un document, j'ai un bouton print. J'appuie sur print. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous pouvez appuyer sur le bouton print, mais vous pouvez faire aussi CTRL-P. Donc, il y a plusieurs manières de faire, mais il y en a 2 ou 3, pas plus. Alors qu'en utilisant la langue, vous pouvez dire la même chose de façon extrêmement variée. Par exemple, pour prendre un rendez-vous, vous pouvez dire je veux faire réparer mon vélo est cassé, mon vélo de route est cassé, mon mountain bike est cassé, j'ai cassé mon vélo. Voilà, il faut prévoir toutes ces phrases-là. Donc, il faut prévoir toutes les intents et toutes les manières de les réaliser. Ça, c'est les intents. Et puis après, c'est les entités. Quelles sont les entités qui vont être traitées par le chatbot? En gros, c'est vos variables, les variables du problème. Et donc là aussi, c'est un problème d'analyse. Et donc là, vous voyez, dans ce cas-là, vous avez, par exemple, l'entité service. Et ben, le service, par exemple, le magasin de vélo, il assure plusieurs services. Il peut mettre à jour, mettre à niveau votre vélo. Il peut le réviser. Il peut réparer une crevaison, etc., etc. Donc ça, c'est tous les services. Hein. Et puis, vous avez une autre entité qui est la notion de vélo. La notion de vélo. Et il y a plusieurs... cette variable peut prendre plusieurs valeurs. Hein. Ça peut être un vélo de route, un vélo AE, un vélo un mountain bike, un vélo de mer, enfin de plage, etc., etc. Donc, il faut prévoir tout ça. Et puis aussi, il y a des entités, alors c'est tout l'intérêt d'utiliser Dialogflow et ces plateformes, c'est qu'il y a des entités qui savent déjà gérer. Par exemple, ici, la requête, c'est je voudrais un rendez-vous pour mon vélo de montagne mardi prochain. Et donc là, Dialogflow va analyser votre phrase et va essayer d'identifier ce que vous avez dit et de trouver un certain nombre d'entités. Et là, il va voir que vous voulez un rendez-vous, on parle d'un vélo, il va savoir que c'est un vélo de montagne, un mountain bike. Et puis, il y a 2 autres entités qui apparaissent. Enfin, une entité qui apparaît, c'est mardi, le jour qui est mardi. Et bien ça, c'est les entités système. C'est-à-dire que la plateforme, vous n'avez pas à définir tout ça, vous n'avez pas à dire qu'une semaine, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, etc. C'est qu'il connaît tout ça. Il connaît toutes ces entités qui sont liées au temps, aux dates, aux villes, aux continents, etc., etc. Donc, c'est tout l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'il y a plein de choses de définies et vous n'avez que vos entités personnelles à définir. Voilà. Alors, il faudrait plus de temps, bien sûr, pour développer ça, mais les 2 notions de base, c'est la notion d'entité et la notion d'intention. Alors, le plus simple des dialogues, c'est des dialogues dits incrémentales. Après, il y a des dialogues contextuels qui sont plus compliqués à gérer, mais il faut définir tout ça. Je ne développe pas parce que je vais manquer de temps. Et j'arrive à ma conclusion. Est-ce que les chatbots sont une révolution? Alors, je pourrais donner ma réponse, mais j'ai préféré la chercher ailleurs. Et une entreprise qui travaille, qui fait du conseil en digital, qui s'appelle Webstone, a fait une petite vidéo. Alors, elle était plus longue, mais j'ai compilé un certain nombre de choses. J'en ai fait un résumé et vous allez voir ce qu'ils disent. Donc là, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est la vidéo. Ça dure 1 minute 15. Depuis que Facebook a ouvert sa plateforme Messenger Bot, on a une explosion du sujet. C'est vraiment le sujet à la mode. Donc c'est vraiment un sujet à la mode, c'est tendance. 80% de la relation client, des interactions entre le client et l'entreprise, demain, à 5 ans, a priori, vont être gérées par un chatbot. Pour les entreprises, c'est la relation client. Hein, il faut être conscient. Intéressant. En 2017, va être
drastiquement chamboulé par de nouvelles technologies, notamment le deep learning. Donc, la force, c'est bien l'apprentissage. Et ne pas rater la prochaine vague. Ça, c'est sûr, il y a différents niveaux de maturité. Je vais botiser toutes les informations de la DSI, par exemple, pour les usages internes. Donc, plein de choses qu'on faisait avant, on va les faire maintenant avec un chatbot. La promesse du chatbot demain, ça va être d'être apprenant dans la conversation. On revient sur la notion d'apprentissage. Le bot va devenir de plus en plus intelligent et s'éduquer des interactions avec le client. Je ne dirais pas que c'est une révolution absolue, je dirais que c'est une amélioration continue et ça va être un moment de l'occasion de réenchanter la relation client avec des endroits où il n'y avait pas de conversationnel et là on va avoir un échange plus humain. Donc voilà, 1 minute 15 pour dire en fin de compte que ce n'est pas une révolution, c'est une amélioration continue et c'est vraiment une amélioration continue parce que ça s'appuie sur des technologies, des méthodes d'apprentissage sur lesquelles on travaille depuis 70 ans. Hein. Donc, pendant 70 ans, on s'est amélioré et puis ça s'est accéléré ces 10 dernières années depuis l'arrivée de Siri. Et l'intérêt, ce qui était dit à la fin de cette vidéo, c'est que c'est quelque chose qui est plus humain. C'est une communication plus humaine. Pourquoi? Parce que les interfaces graphiques, c'est hyper efficace. On utilise ça depuis les années 80, ça fait 40 ans, mais ce n'est pas très humain. Hein. Il n'y a qu'avec les ordinateurs qu'on utilise des interfaces graphiques. Par contre, on communique avec les gens par le langage, soit écrit, soit oral. Et donc, les chatbots nous permettent d'avoir ce type d'interaction qui est jugée plus naturelle et donc plus humaine. Et c'est ça l'intérêt principal des chatbots. Et je termine sur quand même le paradoxe des chatbots, parce que c'est quand même un paradoxe, parce qu'il faut bien voir que l'usage est massif. Hein, 50% des États-Uniens adultes utilisent des smart speakers. La plupart des Américains ont plusieurs Google Home chez eux ou plusieurs Alexa chez eux, hein, dans toutes les pièces, hein, ils en mettent, y compris dans la chambre. Et ça, c'était un chiffre de 2017, donc il y en a encore plus aujourd'hui. Pourtant, ça marche mal. Ça ne comprend pas bien les choses, ça ne fait que des choses simples, mais ce qu'il faut constater, c'est que les gens sont super satisfaits. Et quand on les interroge, voilà une réponse. J'utilise Google Assistant régulièrement, tous les jours, toute la journée. Je crois que c'est une des meilleures choses qui a été créée, je l'aime. Et je ne peux plus m'en passer, je ne peux pas vivre sans Google Assistant. Et puis pour des gens qui utilisent Alexa, ils déclarent « j'aime Alexa ». Et en plus, comme c'est un nom de femme, certains fantasment sur leur assistant vocal. Donc vous voyez, il y a une relation qui est très intime avec ce type de système et qui est plus forte que celle qu'on peut avoir quand on utilise un écran avec une interface graphique. Donc, ça ne marche pas si bien que ça, mais les gens sont quand même super contents. Le principal intérêt pour moi, c'est que c'est une interaction main libre, donc ça nous libère de l'utilisation de périphériques. Hein. Il n'y a pas besoin de clavier, il n'y a pas besoin d'écran. Après, j'insiste là-dessus sur une chose pour conclure, c'est bien pour faire des tâches simples, rechercher de l'information, mettre une alarme, demander la météo, écouter de la musique, etc., etc. Mais là, j'ai pris 3 phrases, vous allez voir, ça ne marche pas. Si je lui dis, y a-t-il un vol pas trop cher et qui part pas trop tôt pour Marrakech en fin de semaine, alors là, il est totalement perdu parce qu'il ne retrouve ni date, ni rien, pas trop tôt, pas trop cher, bon, ça, il ne sait pas faire. Si je lui demande c'est quoi l'ISGA, eh ben, il ne connaît pas l'ISGA. Alors, le mieux, c'est de développer vous-même un chatbot, mais d'ailleurs, quand je lui dis souvent c'est quoi l'IHM, puisque c'est mon domaine de recherche et d'enseignement, bah, souvent, il ne sait pas. Et il me renseigne sur H&M. Alors, H&M, c'est un magasin, mais… Donc, voilà, il y a encore pas mal de problèmes de reconnaissance sur des sigles comme ça. Et puis, si je lui dis combien de personnes sont mortes du Covid-19 au Maroc, il sait me répondre. On peut essayer. OK, Google, combien de personnes sont mortes au Maroc du Covid-19 ? Malheureusement, je ne vois pas comment vous aider là-dessus. Bon, bah, d'habitude, il sait répondre, là, il sait pas répondre. Mais si je pose une question un petit peu différente, en disant combien de personnes sont affectées par le SARS-CoV-2 au Maroc, le SARS-CoV-2, c'est le virus du Covid-19, et ben, il ne sait pas répondre. Hein. Voilà. J'ai peut-être un tout petit peu débordé, donc je vais arrêter la présentation, arrêter le partage, et je veux bien répondre à vos questions. Donc, je vous remercie pour votre brillante présentation, Monsieur Poirier. C'est toujours un plaisir de vous écouter et d'apprendre avec vous. Alors, je vais commencer à vous poser les questions.
dans l'ordre, comme je les ai reçus. Alors, je vais commencer par Monsieur Safsouf. Sa question est la suivante. Donc, c'est notre professeur, notre collègue à Liège et à Marrakech. Alors, sa question est la suivante. Les chatbots collectent des informations très précieuses et personnelles. Cela peut inclure une géolocalisation ou adresse, des informations sur le compte, des informations sur le paiement ou autres informations qui sont utiles pour voler une identité. Est-ce que vous ne pensez pas que cette richesse de données collectée par l'IA font une bonne cible pour les pirates informatiques? Alors, donc c'est la première question. Alors, bonjour Yacine. Il a raison, mais il n'y a rien de nouveau en fin de compte, hein. Depuis qu'il y a de l'informatique, il y a des pirates informatiques et c'est une course entre développeurs et pirates. Je ne sais pas trop si ça change vraiment la donne parce que avec nos systèmes informatiques ou avec nos smartphones, c'est pareil. Le smartphone, voilà, on est tracé, on sait, on peut retrouver où on se trouve. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on va utiliser les smartphones dans des applications pour essayer de voir les chaînes de contamination du Covid-19. Hein. Donc, c'est un débat aujourd'hui. Mais on voit bien que justement, on peut aussi faire des choses où on anonymise, où en France, ce week-end va être lancée l'application Stop Covid. Ça marche par le Bluetooth, c'est anonyme. Bon, voilà. Mais c'est sûr que les pirates, ils vont toujours essayer de trouver des solutions. Après, il faut quand même… donc, je ne pense pas que c'est un nouveau problème. Je ne pense pas que ça pose un nouveau problème. Après, il faut quand même dire des choses. C'est qu'il y a des gens qui disent « Ouais, je veux pas Alexa, je ne veux pas Google Home parce qu'il écoute tout ce que je dis. » Non, enfin bon… je fais confiance à ce que dit un peu Google, Apple et Amazon. Non, je ne pense pas. En fin de compte… mon enceinte Google, elle ne recherche que OK Google. Voilà. Et quand j'ai dit OK Google, hop, elle se déclenche. Et elle va interpréter ce que je dis. Mais autrement, elle n'écoute pas du matin au soir. Hein. Donc voilà, il y a cette crainte, mais il y a des craintes qui ne sont pas justifiées, je veux dire. Alors, il faut être vigilant, bien sûr, hein, mais pour moi, ce n'est pas un problème nouveau, quoi. Voilà. Rime. Ah, c'est figé là. Oui. Je vous ai perdu. Monsieur Paris, je crois qu'on vous a perdu à la fin. À quel moment? À quel moment? Juste à la fin? Vous avez entendu ma réponse ou pas? La dernière minute, on n'a pas entendu. Bon, je dis simplement que je pense que ce n'est pas un nouveau problème. Voilà, donc avant les enceintes, il y avait également des pirates. Alors c'est sûr qu'ils vont utiliser cette nouvelle possibilité, mais tracé, on l'était déjà, enfin depuis surtout les smartphones, c'est-à-dire depuis 2007, c'est clair qu'on est tracé. Et alors les enceintes connectées, elles ne bougent pas, elles sont plutôt posées quelque part et elles ne bougent pas, donc elles ne tracent pas trop. Après, j'ai essayé de tester mon enceinte pour savoir ce qu'il savait de moi. C'est parfait. C'est parfait. Moi, je reçois des messages, ils ont bien entendu la réponse. C'est parfait. D'accord. Alors, je passe à la deuxième question. Elle est de mademoiselle Ouded Mulim. Sa question est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer les assistants vocaux comme des chatbots? Alors, non, vous avez vu, c'est pour ça que j'ai commencé par la terminologie. Faut faire des distinctions. Un robot de messagerie, c'est pas un assistant vocal. Une enceinte connectée, c'est encore différent. Mais tout ça, c'est développé avec le même système. Quand je vais parler de plateformes, tout ça, c'est développé avec les plateformes dont j'ai parlé, qui sont les plateformes des GAFA. Hein. Mais il y a une certaine confusion. Alors là, on utilise le terme chatbot parce que c'est le plus utilisé. Un chatbot, c'est un agent de conversation. Alors après, les gens confondent aussi le système et, par exemple, Alexa. Alexa, c'est l'assistant d'Amazon,
mais l'enceinte, c'est Echo. Donc, les gens confondent un peu tout ça, hein, je veux dire. Mais pour Siri, c'est différent. Siri, c'est tout. C'est ce qui est dans votre voiture, c'est ce qui est dans votre smartphone, si vous avez un iPhone, c'est ce que vous avez dans votre ordinateur. C'est partout Siri. Donc là, c'est la même chose. Mais dans certains cas, par exemple, Google Home, ce n'est pas Google Assistant. Hein. Google Assistant, c'est l'assistant général de Google. Quant à Google Home, c'est l'enceinte. Parfait. Donc, on passe à la question de notre président, M. Diouri, le fondateur. Sa question est la suivante. Est-ce que le chatbot peut servir pour le e-learning? C'est oui. Est-ce qu'on peut simuler une visioconférence en synchrone? Alors moi, je ne le conseillerais pas. Hein. Vous voyez ce que j'ai. Alors après, je ne peux pas… alors merci, M. Diouri, qui pose une question pas si facile, hein, mais je ne peux pas m'engager dans l'avenir. Je ne peux pas dire qu'en 2030, on n'utilisera pas des chatbots en e-learning. C'est possible. Mais en tout cas, ce que j'ai montré, c'est qu'aujourd'hui, c'est adapté à des conversations extrêmement simples. Et quand je dis conversation, encore, c'est plutôt des requêtes uniques. Hein. Ça marche pour des requêtes uniques. Et dès qu'on s'engage dans une conversation, c'est un petit peu plus difficile. Par exemple, je peux lui demander de jouer un morceau de musique et lui demander d'arrêter, par exemple. Bon, donc là, il y a un échange. Je peux lui demander, on peut essayer par exemple, OK Google, quel temps fait-il à Agadir? Actuellement, à Agadir, il fait 23 degrés avec un ciel principalement dégagé. Selon les prévisions, aujourd'hui le ciel sera partiellement couvert, avec une température maximale prévue à 24 degrés et une température minimale à 18 degrés. Et à Casa? OK Google, et à Casa? Alors là, il y a eu un bruit, donc bon. Mais en tout cas, et à Casa, il sait me donner la météo à Casa. Donc vous voyez que ça veut dire qu'il utilise l'historique. Donc, il sait faire des choses, mais on ne peut pas imaginer une conversation quand même plus compliquée. Après, comme quand on voit tous les outils qu'on utilise aujourd'hui en e-learning, hein, entre autres, par exemple, Google Meet, mais Zoom ou Microsoft Teams ou tout ça, ça sera l'outil principal parce qu'on a besoin quand même c'est bien de pouvoir se voir. Après qu'à côté, on puisse utiliser la parole, il ne faut pas désespérer. C'est vrai que quand on voit les progrès que ça a fait, ça va continuer à progresser. Ma réponse est aujourd'hui non, mais demain, en tant que chercheur, je pense qu'on va s'améliorer et que ça peut être un outil complémentaire utilisé en e-learning. Voilà ma réponse. Parfait. Donc, on a une autre réponse de Mademoiselle Malak Al-Alami qui souhaite savoir est-ce que, Monsieur Poirier, vous avez parlé de la solution RASA. Avez-vous une idée là-dessus? La solution? J'ai pas compris. La solution RASA. Alors, la solution RASA, je ne la connais pas. Je ne sais pas là, si on peut me préciser de quoi il s'agit. Bon, en attendant à ce que Mademoiselle Alami reformule sa question, on passe à la question d'une autre personne, c'est Monsieur Baydada. Alors, sa question est la suivante. Pour retourner au problème de la qualité des réponses qui a diminué, vous ne voyez pas que ça devrait être l'inverse, puisque avec l'augmentation de l'utilisation des chatbots, la collecte des datas générées devrait permettre au système intelligent derrière d'apprendre mieux et donc d'être de plus en plus adapté aux questions et requêtes plus complexes. Alors, effectivement, je l'ai dit, des systèmes qui utilisent massivement l'apprentissage machine, et donc ça fonctionne que sur l'accumulation de données, et plus il y a de données, mieux ça marche. C'est d'ailleurs le cas pour ce qui est de toutes les technologies de la langue. Donc j'étais effectivement surpris de voir que la pertinence des réponses baissait. Donc, je pense qu'au niveau technologique, les algorithmes, les bases sur lesquelles reposent les apprentissages sont plus grandes qu'avant. On a plus de données, ça devrait mieux marcher. Et donc, si ça marche un peu moins bien, si ça se dégrade, il y a deux réponses. Soit les gens humainement s'investissent moins, ceux qui développent les chatbots s'investissent moins, font moins d'efforts et donc les chatbots sont moins bons. Ça, c'est une possibilité. La deuxième chose, c'est que les utilisateurs poussent les chatbots dans leur retranchement
essaye de traiter des tâches plus complexes. Moi, je pense que ça vient de là. Mais ce qui est sûr, c'est que les services d'IA et les services de traitement de la langue, eux, s'améliorent. Hein. Ça, c'est Mohamed Beidada a tout à fait raison. Et vous savez, il y a un jeu, hein, c'est que les gens, ils jouent avec des chatbots. Ils essayent toujours de les planter. Hein. Donc, voilà, il faut tenir compte de ça aussi. Parfait. Alors, nous avons une autre question de M. Mourafer qui est technique. Comment créer un chatbot dans Messenger, Facebook ou Instagram? Et bien, après, alors, ce que j'ai expliqué, c'est la conception. Dans la vidéo, on voyait que très rapidement que les gens utilisaient Dialogflow parce qu'on voyait qu'ils avaient à l'écran défini leurs intents et leurs entités. Donc, ce qu'il faut, moi, ce qui m'intéresse, c'est la conception du chatbot. C'est-à-dire, c'est un problème d'analyse, comme quand on fait n'importe quelle application informatique. Trouver quelles sont les bonnes intentions, les bonnes entités, comment construire les dialogues, etc., etc. Après, une fois que c'est fait, ça, c'est des solutions qui sont dans le cloud. Et après, toutes les plateformes, les grosses plateformes dont j'ai parlé, même les autres d'ailleurs, même ceux qui sont sans codage, ils ont tout le middleware qu'il faut pour connecter ça à toutes les messageries. Donc, avant tout Messenger, mais les autres aussi. C'est-à-dire qu'après, je dirais, c'est automatique. Hein, toutes ces plateformes vous offrent la solution pour intégrer ça dans une messagerie. Et c'est pour ça qu'on parle de robots de messagerie d'ailleurs. Alors, je vois par contre que tout à l'heure, la question sur les RASA, c'était peut-être GAFA. C'était peut-être, on me demandait, et les solutions dont j'ai parlé, à part celle d'IBM qui s'appelle Watson, IBM étant un champion de l'intelligence artificielle, les autres sont des solutions des GAFA. Donc, j'ai bien parlé des plateformes développées par les GAFA. C'est celle-là qu'il faut utiliser. Parfait. Donc, on a une autre question de M. Talbi. Vu qu'un chatbot se base sur l'intelligence artificielle et sur l'apprentissage automatique, peut-on alors créer un chatbot qui continue à apprendre et ainsi à s'améliorer? Il se s'améliore. Alors, bon, c'est clair que je n'ai pas tout dit dans cet exposé parce que je manquais de temps. Un chatbot, ça doit être un développement incrémental. C'est-à-dire qu'il faut toujours améliorer son développement. Ce n'est pas vraiment comme une application informatique. Il faut toujours prendre en compte, analyser en permanence l'utilisation, les requêtes des utilisateurs, et en permanence définir de nouvelles phrases, c'est-à-dire compléter pour les intentions, associer plus de phrases, trouver plus de vocabulaire. Par exemple, sur l'exemple du vélo, vous allez voir, par exemple, que les gens veulent réparer leur beach bike. Bon, ben vous n'aviez peut-être pas pensé à ça. Il va falloir dire, ah bah oui, il y a un nouveau type de vélo, c'est le vélo de plage. Et puis, il faut penser qu'il peut dire les choses en français, en anglais, en arabe, voilà. Donc, en permanence, c'est pas un truc qu'on fait. D'ailleurs, c'est pareil pour les sites web. Hein. Si tu fais un site web et qu'il ne bouge plus, bon, ça, c'est pas bien. Mais sur le chatbot, c'est encore pire. Il faut en permanence revenir sur son analyse et rajouter de nouvelles phrases, de nouvelles intentions, de nouvelles entités. Penser à des dialogues qui sont pas avec un seul tour de parole, mais avec plusieurs tours de parole, etc., etc. Donc, en permanence, il faut avoir la main, en fin de compte. C'est le problème si vous utilisez un consultant qui va vous faire ça et qu'après, votre truc est figé, ça sera très décevant parce que il faut en permanence l'améliorer. Parce qu'au fur et à mesure que les gens l'utilisent, ils vont dire les choses différemment. Alors, par contre, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont dire les choses de manière plus compliquée. Sur l'exemple Oui SNCF que j'ai montré, vous voyez que la personne, elle avait une réponse, une question très, très concise. Elle disait l'essentiel. Peut-être qu'au départ, elle disait « Bonjour, monsieur le chatbot, je voudrais avoir un train en deuxième… » Non, et après, ils vont de manière beaucoup plus directe. Voilà. Parfait. Alors, nous avons une autre question. De M. Mohamed Amin. Alors, vu que les chatbots récoltent des informations sur notre smartphone et nos activités sur le web, est-ce qu'ils n'appliquent pas un algorithme, il n'y a pas un algorithme d'auto-apprentissage comme celui qu'on utilise dans l'IA afin de répondre à des questions plus complexes que peut poser un utilisateur? Ah, mais de toute façon, tous les services en IA qui sont développés par Google, Microsoft ou Amazon sont utilisés dans ces agents conversationnels. Hein. C'est de toute façon les mêmes techniques. Hein. Simplement,
par exemple, ça ne sera pas basé sur le même vocabulaire. Peut-être que pour certaines applications, Google va avoir besoin d'utiliser 100 000 mots, pour d'autres, 5 000 suffiront. Mais autrement, les techniques, les méthodes sont les mêmes. Sont les mêmes, hein. Donc, oui, c'est plein de techniques d'apprentissage. Et il sait effectivement beaucoup de choses. Si je reprends, OK Google, quel est le temps à Agoudal? La température actuelle à Agde est de 22 degrés. Bon, eh ben, il s'est trompé. Donc, vous voyez, Agoudal, c'est un tout petit village du Maroc, hein, perdu dans la classe. Et ben, il sait me dire le temps à Agoudal. Et souvent, il confond Agoudal et Agdal. Et là, il a confondu avec Agde, qui est en France. Et donc, on voit qu'il y a encore des problèmes avec la reconnaissance de parole. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Alors, je ne sais pas combien de temps on a, parce que j'avais une petite vidéo à vous passer après, si vous vouliez, mais… Il n'y a aucun souci. En principe, ça ne va pas s'arrêter, hein. On a encore le temps. J'ai tout mon temps. Merci. Alors, on a une autre question de M. Jounadi. Sa question est la suivante. Est-ce qu'on peut voir les chatbots un jour avec la langue des signes? Alors, l'entrée, c'est langagier. Alors, la langue des signes, c'est une vraie langue. C'est une vraie langue. Oui, bien évidemment, oui. Hein, simplement, il faut un module supplémentaire qui est un module qui va passer du gestuel au langagier, quoi. Enfin, hein. Donc, en plus, je connais beaucoup de gens en France qui travaillent sur la langue des signes, y compris dans mon laboratoire. Donc, oui, c'est tout à fait envisageable. Hein. Mais je ne sais pas si les gens ont eu l'idée. Je n'ai pas vu de pas de recherche sur le sujet. Mais ça sera un beau sujet, effectivement. Mais la langue des signes est une langue, donc il n'y a pas de problème. Parfait. Une autre question, quels sont les horizons possibles avec l'orchestration des chatbots? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi, ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils aient le même développement que les sites web. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'au départ, il y avait quelques sites web, et puis des milliers, puis des millions, puis maintenant des milliards. On va avoir la même chose avec des chatbots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises se sont dit, on doit avoir un site web. Et là, en ce moment, les entreprises importantes se disent, on doit avoir un chatbot. Et puis après, les entreprises, comme pour les sites web, hein, c'était les grosses sociétés qui avaient des sites web. Et puis aujourd'hui, la moindre petite boutique a son site web. Ça va être pareil pour les chatbots. Donc, ça va être en complément. Hein. Faut penser que les technologies, les unes ne remplacent pas les autres. Hein. On va continuer à avoir des sites web, hein, mais ça ne sera pas suffisant. Chaque entité économique devra avoir son site web et son chatbot. Parfait. Une avant-dernière question. Il s'est passé quoi? C'est-à-dire, pendant votre présentation, vous avez parlé de l'essai sur vos enceintes. Alors, il s'est passé quoi lorsque vous avez essayé de voir si vos enceintes c'est quelque chose sur vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous lui avez posé la question sur vous. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a pu… Comment elle sait? Elle a accès, et ça, j'ai eu confirmation de Google, elle a accès à votre carnet d'adresse. Donc, dans votre carnet d'adresse, il y a une entrée qui est vous, et elle sait votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, et tout ce que vous avez pu mettre dans cette fiche. Hein. Voilà. Donc, je rappelle que c'est pour ça que tous les services Google sont gratuits. Ils sont gratuits parce que c'est une façon, en fin de compte, que Google récupère toutes vos données. Hein. Donc, surtout là, comme c'est Google Assistant que j'ai plein de comptes Google, j'utilise plein de services Google, donc effectivement, il a beaucoup d'informations sur moi. Parfait. Alors moi, la question, c'est ma question là, que je vous pose. Est-ce que l'intelligence artificielle dominera le monde de demain? C'est-à-dire, est-ce que le contact humain finira par disparaître? Alors c'est tout le problème de l'intelligence. L'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, elle est artificielle. Donc, elle n'est pas du tout humaine. Et nous, notre intelligence humaine, elle est beaucoup plus diversifiée. Et nous, notre intelligence, l'humain est un être social. Et on voit comme on souffre actuellement avec le confinement, où on manque de relations, on ne voit plus nos étudiants, on ne voit plus nos collègues. Des fois, on est content de ne plus voir nos collègues, mais voilà, on a besoin de relations. On a une intelligence émotionnelle,
voilà, on a besoin de contact, etc. avec les gens. L'intelligence artificielle, elle ne fait pas ça. Elle est capable d'apprendre, de manipuler des connaissances, de construire des concepts, de manipuler des concepts. Hein, c'est de l'intelligence artificielle symbolique, mais le reste, non, je veux dire. Hein, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de… Voilà, et donc… et heureusement, parce que… voilà, elle va rester comme elle est et pas avoir toute la richesse de notre intelligence humaine. Et donc, je ne suis pas très inquiet. Après, c'est bluffant ce qu'on arrive à faire. Moi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé la recherche il y a près de 40 ans, hein, en reconnaissance de la parole. Ma thèse est une thèse sur la reconnaissance de la parole. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais parler à une petite boîte qui est sur mon bureau, qui coûte 40 € et à qui je pose des questions, qu'envoie ma question sur des serveurs au fin fond du monde, dans la Silicon Valley ou dans l'Alaska, et qui me répond en temps réel immédiatement. J'aurais jamais imaginé ça. Et c'est bien ce qui se passe, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, si, après, j'ai le temps, mais j'avais mis une petite vidéo en plus qui me semble intéressante, parce qu'elle dure 5 minutes. C'est une vidéo d'un de mes anciens étudiants. Mais cet ancien étudiant a eu un très bon parcours. C'est le créateur de Siri. C'est lui qui a créé Siri. Et il est aujourd'hui vice-président de Samsung. Et il a une grande liberté de parole. Et c'est intéressant de voir la vision qu'il a, qui raconte comment ça s'est construit Siri. Parce que Siri, effectivement, on peut se penser que c'est juste un assistant, mais non, derrière, c'est du béton, c'est des serveurs, c'est tout un tas de choses, c'est des gens. Donc, c'est intéressant de voir comment il a fait ça. Et je précise que cet ami qui s'appelle Luc Julia, pour répondre à la question de Rime, il a aussi écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Hein, pour dire que justement, oui, nos machines font de plus en plus de choses, elles ont de plus en plus de compétences. Mais enfin, l'intelligence, elle est du côté humain. Et même si les chatbots font des choses extraordinaires, c'est quand même des humains qui les programment. Donc, si vous voulez, je vous passe cette vidéo. Oui, on a le temps. Alors, il faut que je repartage. Alors, comment je fais? Voilà, que je vais aller sur présenter maintenant. Oui, c'est bon. Donc, une fenêtre. Il faut que je retrouve… Ah bah elle est peut-être encore en… Alors, attendez, il faut que je fasse un peu de manip. Partager ça, voilà. Partager. Donc c'est une vidéo qui dit plein de choses intéressantes. Alors moi, j'étais chez Apple à reculons. Moi, je déteste Apple. Je déteste la philosophie d'Apple. J'aime pas la philosophie fermée. Là, je suis le co-créateur de Siri et on va raconter un peu son histoire aujourd'hui. J'ai été chez Apple juste pour travailler à nouveau avec mon pote Adam. On était arrivés ensemble en fait dans la vallée, on était à Stanford ensemble, et parce que c'est notre bébé, c'est notre bébé de 97. Encore 13 ans avant, on avait fait quelque chose de rigolo. Et le tout premier brevet de The Assistant date de 1997, déposé par Stanford Research, donc, qui était notre labo de l'époque. L'assistant, c'était sur un écran, c'était un vieux wizard avec une longue barbe qui avait l'air très fatigué, parce qu'il faut comprendre aussi que la reconnaissance de la parole en 1997, 98, 99, ça marchait pas très bien. Puis après, moi je suis parti de SRI. Adam lui a continué un peu au SRI et puis il a créé finalement une boîte qui s'appelait Siri. Et là, Steve Jobs a vu le machin, il a dit je le veux, il a eu la vision, parce que Steve Jobs c'est quand même un visionnaire, hein. Il ne comprenait pas forcément la technologie, mais il comprenait l'utilisation de la technologie. D'ailleurs, contre la plupart de ses dirigeants hein, dans la boîte. Et en 2010, quand ça a été racheté par Apple, Adam et Steve Jobs m'ont demandé de venir, c'est pour ça que j'ai dirigé Siri au début, et pour qu'on passe d'un groupe de 15 personnes, quand ça a été racheté, à un groupe de 85 personnes cachées. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Apple, tout était caché. Quand on est dans une compagnie comme Apple, on a des badges, et nous, on avait deux niveaux de badges. Le badge normal pour entrer dans le building, mais vraiment, on avait un autre badge pour entrer dans le cocon à nous. Parce qu'on était cachés par rapport aux autres. Personne ne savait que Siri a été racheté, et surtout ce qu'on faisait. Donc, il y avait ces 85 mecs là, personne ne savait ce qu'ils faisaient. Un peu comme des pestiférés, quoi. Et on a développé ce machin, et on avait la liberté de développer tout. C'est-à-dire que j'avais en charge, en tant que directeur de Siri, aussi bien les serveurs, parce que Siri, c'est beaucoup de serveurs,
jusqu'à l'interface qui allait être vue dans iOS. On a dû faire les serveurs nous-mêmes. Et Apple m'a donné l'argent, le budget, pour créer des data centers. Encore une fois, là maintenant, il faut se remettre là où on est. On est en 2010. Amazon n'existe pas. Il n'y a pas ce concept encore. C'est beaucoup. Le truc de cloud n'existe pas. Donc on a fait notre propre cloud. On a créé notre propre data center de scratch. On a acheté le terrain, on a construit le data center, on a mis les serveurs dedans à 85 personnes. J'ai acheté un terrain à Portland pour mettre un data center et pour s'intégrer en se cachant donc à l'intérieur du système iOS qui allait sortir pour l'iPhone 4S. Ça, c'est l'iPhone 4S avec Siri. Je m'as pensé acheter du lait en partant du bureau. Voici votre rappel. Et donc c'est sorti en automne 2011. Et là, tout de suite, on est passé de 180 000 utilisateurs, donc de la vieille application, à 300 millions d'utilisateurs. 300 millions d'utilisateurs. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Le Siri de Apple était un Siri limité. À la sortie du 4S, on avait 5 services. Le calendrier Apple, la possibilité d'écrire des mails, on pouvait faire des SMS. En gros, on pouvait faire des trucs sur Apple. On avait les restaurants. C'est tout, c'était le seul service externe. Petit à petit, après, on a rajouté le sport, on a rajouté d'autres trucs. En plus de ça, il faut être clair aussi, c'était rigolo parce qu'on était les premiers à avoir fait un truc comme ça. On savait que ça ne marchait pas très bien. La technologie de la reconnaissance vocale était encore assez balbutiante. On a créé quelque chose avec des scénaristes de Hollywood d'ailleurs. On avait créé des choses pour faire en sorte que quand la conversation tournait mal, on allait faire une petite blague pour faire en sorte de faire marrer les gens et de dire que finalement c'était vraiment leur pote, quoi. Quel est le meilleur smartphone? Attendez une seconde, il existe d'autres téléphones. Il ne comprenait pas forcément tout, Siri, mais il était sympa. Le service a bien marché et puis on avait un bon succès en fait, jusqu'à ce que nous, ceux qui étaient les visionnaires, Adam et moi, et les gens qui avaient fait ce truc en 97, on a commencé à dire, les gars, c'est super, mais il faut rajouter les services. Parce que là, avec nos 5 petits services de merde, c'est sympa, mais il faut quand même faire d'autres trucs. Et donc là, c'est là où les problèmes ont commencé, en fait, parce que on poussait un peu, et on voulait toujours plus. On disait, il faut faire les restaurants, il faut faire les hôtels, il faut faire le sport, il faut faire le machin. Alors, plus. Et malheureusement, si je faisais mort, ça veut dire qu'on n'est plus poussé par ce visionnaire qui, lui, avait compris ce que nous, on voulait faire. Donc, on se retrouve avec un gros connard qui était mon patron, Scott Forstall, pour ne pas le nommer. Et donc, Scott Forstall, qui est responsable d'iOS, il ne comprend strictement rien. Donc, lui, il comprend iOS, mais il ne comprend pas Siri, fondamentalement. C'est lui, d'ailleurs, aussi qui a laissé passer Maps. Parce que le problème de Maps, c'était encore un problème, c'était server-side. Il ne comprenait rien au server-side. Donc, Forstall, quand on lui dit maintenant, il faut rajouter les services, il ne comprend pas, il n'a pas cette vision. Donc, du coup, on se bat tous les jours. Au bout d'un moment, à la moment, on dit, c'est bon, on arrête, on s'en fout, on s'en va. Nous, on a fait ça pour rigoler. On a eu 300 millions d'utilisateurs. C'est pas trop mal, on s'est bien amusé. On peut y aller. Pourquoi je peux parler du grand? Parce qu'il y a ce qu'ils appellent les NDA, Non-Disclosure Agreements. C'est des choses que vous signez ou pas quand vous rentrez dans une boîte. Il faut comprendre qu'en 2010, j'ai déjà pas mal de bouteilles, on va dire. D'accord. Donc, quand j'arrive après 20 ans de carrière, 10 ans de recherche et 10 ans de start-up où j'ai eu quelques succès, quand j'ai un contrat et quand j'ai mon avocat qui lit le contrat, il y a des choses que j'accepte pas. Donc, en l'occurrence, signer une NDA, signer des trucs que j'ai pas envie de signer parce que je veux pouvoir ouvrir ma gueule quand je veux ouvrir ma gueule, je signe pas. Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire maintenant, le truc qui est évident et qu'on peut pas contester, c'est que Siri était le premier assistant vocal. On a marqué l'histoire de l'assistant vocal en faisant la release de Siri en 2011. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Siri? C'est un peu triste. Quand on parle en 2020 d'assistants vocaux, on ne va pas penser à Siri en premier. On va parler d'Amazon en premier, d'Alexa, d'accord. On va parler peut-être de Google Home, et c'est à peu près tout. Je ne fais jamais requête Siri sur mon iPhone. Est-ce que Siri marche pas assez bien? Ouais, c'est la vérité. Voilà, vous avez pu suivre? Oui, c'était parfait. Alors, j'arrête le partage. Je pense que c'est intéressant parce que pour plusieurs choses, si j'ai 2 minutes, c'est que ça montre que c'est aussi une aventure humaine, ce genre de projet. C'est que, oui, c'est aussi du béton, des serveurs, il faut construire des bâtiments. Et puis, il faut voir le temps que ça a pris. Luc Julia, je lui ai proposé en 91, je crois, de s'intéresser à l'interaction, de faire de la recherche en interaction multimodale. On était 2-3 personnes en France à s'intéresser à ça, à l'époque, l'interaction multimodale. L'interaction multimodale, il y a entre autres comme modalité la parole.
Et donc, vous voyez, Siri, c'est 2010, c'est 20 ans plus tard, quoi. Et un assistant vocal, l'assistant dont il parlait, c'est 97, hein, le brevet. Donc, on voit le temps qu'il faut pour que les produits arrivent. Donc, en 2010, c'est comme toujours pareil, les GAFA, quand ils voient un truc qui marche bien, ils le rachètent. Donc là, Apple rachète en 2010 Siri. Et puis, ça marche bien, mais encore faut-il que les gens comprennent ce que c'est que ce type de service. Et ça n'a pas été le cas. Quand Steve Jobs est mort, comme il l'explique, iOS a raté le coche. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Siri n'est pas le meilleur. C'est des questions de choix humain, ça. Ce n'est pas des questions de technologie. Si d'autres choix avaient été faits, chez Apple, peut-être que Siri serait loin devant. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. S'il y a des questions sur… je suis encore disponible, mais… Ouais, mais… Il y a encore du monde en ligne. J'ai pas reçu de questions. Voilà, donc par contre, j'ai reçu plusieurs remerciements, plusieurs félicitations. Les gens, ils ont trouvé que c'était une très, très bonne présentation. Ils ont bien compris et ils sont ravis de participer à votre webinaire. Voilà. Mais j'ai plus de questions. J'ai que des remerciements. Il n'y a pas de regret? Au contraire, les gens, ils sont satisfaits. Non, mais pas de regret pour poser encore une question ou… Ouais. Bon, moi, j'étais très content de… Alors, c'était la première… Pour tout vous dire, c'était quand vous m'avez proposé de faire une conférence, je ne savais pas sur quel sujet. Et donc, j'ai dit, parlons des chatbots, effectivement. Mais c'est la première fois que j'en parlais. Si ce n'est que j'en parle en cours. Mais autrement, voilà, je n'avais pas exposé ça. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présentation, pour la qualité des réponses aux questions et on espère vous revoir très prochainement avec un autre sujet. Merci, monsieur Pariot. Merci, monsieur Pariot, beaucoup pour cette présentation. C'était excellent, excellent. Bon, merci et j'espère vous revoir en vrai. Oui, je vous ai fait un mail, monsieur Poirier, si vous pouvez le lire et me répondre. Tout à fait, je vous remercie. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, à très bientôt, monsieur Poirier. À Fès, j'espère. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous, et puis merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont assisté à la conférence. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.